Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 21 octobre 2022. Je prolonge ma lecture de cet ouvrage René Guénon, La crise du monde moderne. C'est essentiellement pour prendre appui sur cet ouvrage dans le but un peu d'éclaircir ma vision euh, politique de la situation aussi, et puis de la situation mondiale et de l'évolution possible de l'humanité vers son ultime perfection. C'est la thèse que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Et donc, cette perfection, c'est la paix universelle réalisée, mais dans un but spirituel, on va dire. Voilà. C'est-à-dire que l'humanité, dans quelques siècles, lorsqu'elle aura atteint cet état de fonctionnement idéal, hein, on va dire. Perfection, c'est un terme un peu, évidemment, un peu polémique. Il s'est imposé à moi, mais évidemment, et c'est pour ça que j'ai rapidement rectifié en disant que l'humanité était toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible, en fait. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Leibniz lorsqu'il dit que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Le monde ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Et donc, il est forcément parfait, puis à l'instant T, simplement, il a été conçu avec la dimension de l'évolution. Il évolue comme toute espèce, comme l'univers, comme voilà. Mais une espèce, elle évolue jusqu'à atteindre son ultime perfection. Un vol parfait, un camouflage parfait, un, une course parfaite, voilà, le mieux possible, même si c'est pas, il n'y a pas peut-être du 100%, puisque il y a toujours quelques, voilà, il n'y a pas d'ultime perfection qui protégerait totalement un système. Même les espèces qui ont atteint un degré de perfectionnement inouï, comme les baleines par exemple, simplement en grossissant et en limitant la violence au sein de leur groupe, ont atteint un état de perfectionnement incroyable. Voilà, elles sont maîtres de leur élément, des océans, des mers, elles peuvent voilà, vivre dans le mieux possible dans, cette, dans cet élément, dans leur écosystème. Mais voilà, il y a eu une petite une chose qui n'était pas maîtrisée, c'est que l'homme arrive sur cette planète. Et l'homme a été un de ses prédateurs, alors que pendant des milliers, des millions d'années, des dizaines de milliers d'années, elle était sans prédateur, apparemment. Voilà, et puis l'homme arrive et c'est un prédateur dont elles ne peuvent plus se défendre à ce moment-là. Donc voilà, il y a quand même toujours cette possibilité de ne pas tout maîtriser. Mais c'est surtout le sens et le but pour l'homme qui compte. Pourquoi nous devons aller vers cette ultime perfection? Pourquoi nous devons comprendre ce que nous faisons? Donc résoudre les trois grands travaux
en fait, d'Hercule, en somme, hein, les trois grands travaux de l'humanité, c'est la maîtrise parfaite de son comportement. Voilà, on y travaille, on améliore de plus en plus, de siècle en siècle, on améliore le comportement. Le comportement humain s'améliore. Il est de moins en moins violent envers les autres. Il a de plus en plus, il développe son empathie, il développe sa capacité à aimer l'autre, même si pour l'instant on on n'a pas atteint cet état de perfection. Donc il subsiste encore du racisme, de la violence, des pathologies, tout un tas de pathologies, etc. Mais on voit bien que on est sur la route du soin. Dans quelques décennies, dans un siècle, euh, à l'école, il y aura chaque classe aura un psychologue, une psychologue, un thérapeute qui pourra détecter le, voilà, le malaise chez un enfant, un mal de vivre dans sa famille ou quoi que ce soit, voilà, des maltraitances, des choses. Je pense qu'on parviendra à dépasser ça, à faire que l'homme pourra plus abuser d'autrui. Et on le voit, évidemment, on résiste à tout un tas de choses qui nous privent de nos libertés et qui sont faites pour la sécurité. On voit le fait de mettre des caméras partout maintenant. Et encore, nous, voilà, on y va doucement euh, vers cette surveillance globale. Mais bon, on voit ce qui est inventé en Chine. Bon, voilà. Donc, et ça part de ce principe-là. C'est-à-dire que l'homme doit, c'est le but de ces caméras de surveillance et de cette surveillance intense qu'on voit en Chine, le but c'est de faire que l'homme ne représente plus un danger pour ses congénères, qu'il se comporte correctement envers tout le monde. Alors, ça, ça interroge, bien entendu, parce que entre les mains euh, d'un gouvernement euh, autoritaire, c'est le minimum, mais dictatorial, par exemple, c'est grave. Donc, il faudra savoir se prémunir aussi de ça, se prémunir du fait que un gouvernement peut voilà, qu'on ne puisse plus retrouver des gouvernements comme on a connu au 19e siècle avec le nazisme ou avec le communisme dans ce sens-là. Donc, on est bien contraint de faire évoluer ça. Alors, il y a ce travail, la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement. Et là, c'est marrant parce que ce matin, j'ai lu un petit article sur Neom, la ville futuriste que le prince d'Arabie est en train de vouloir construire dans son désert. Alors, je crois que c'est pour abriter ces deux sortes de grandes barres qui font 170 km, normalement auto-suffisants, qui ne consommeraient plus d'énergie, etc., etc. Bon, voilà. C'est alors, certains se moquent de cette débauche d'argent, de trucs, enfin bref. Mais c'est c'est la route que prend l'humanité. Euh, Ça sera peut-être pas sous cette forme-là. Cette forme-là sera, voilà, ça sera le début de la réflexion à ce sujet-là. Il commence à y en avoir pas mal sur la planète, des recherches comme ça, des villes propres, des villes nouvelles qui seraient construites pour et qui seraient absolument écologiques, etc., etc. Il y a
il y a tout un tas de travail qui est en train de se réaliser sur l'ensemble de la planète. Et c'est clair que dans 100, 200, 300 ans, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais l'humanité sera constellée de ce, à mon sens, ça c'est ma conviction, sera constellée de ces petits villages. Alors on aura trouvé le système idéal, ça sera peut-être des petits groupes de 5 000, 10 000 personnes, voilà, qui seront et qui auront donc un système tout à fait écologique et parfait qui ne pompera plus du tout de l'énergie de la planète, qui tirera son énergie du soleil, qui aura un système pour que l'eau soit tout le temps recyclée, qui aura plus du tout voilà, on arrivera à cet état-là, c'est clair. Et il y aura très certainement dans ces villes un espace pour les gens qui voyagent, pour les nomades, si si on est arrivé dans un système où on n'a plus besoin de travailler, les gens auront juste envie de voyager sur cette planète, d'aller à la rencontre les uns des autres, etc., d'être en contemplation, en connaissant, je ne sais pas comment peut être le siècle, la vie dans 200 ou 300 ans. Pas plus qu'il y a 300 ans, nos, nos frères humains qui vivaient en 1700 pouvaient imaginer que la vie que nous avons aujourd'hui, c'est impossible pour eux, comme c'est impossible pour nous d'imaginer réellement comment sera la vie dans, dans cette... La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est la liberté, c'est le bien qui l'emportera. Parce que ça a toujours, même s'il faudra pour passer par des épisodes de dictature, entre guillemets, comme on les a connus, de violence, de je sais pas, tout un tas de choses, d'oppression, un groupe humain qui voudra prendre le pouvoir sur l'ensemble du peuple, des épisodes comme Big Brothers, voilà, comme des écrivains l'ont l'ont imaginé. Peut-être qu'on passera par des épisodes comme ça, mais quand on regarde à l'échelle humaine, on voit que ces épisodes-là ne durent pas. C'est pas eux qui sont les plus qui font qui font le fond de l'évolution de l'humanité. Les épisodes, voilà, les grosses dictatures du XXe siècle, ben, une a duré 6 ans ou 10 ans, voilà, la dictature d'extrême droite, et la dictature d'extrême gauche, même si elle a duré 60 ans, c'est pas elle qui l'a emporté au final. Donc il a fallu qu'elle révise parce que l'humanité choisit toujours finalement, au final, le meilleur pour elle-même. C'est comme ça. Donc, ça sera le cas dans le futur. Alors, peut-être que oui, effectivement, il y aura cette chose-là. Et le troisième grand travail d'Hercule, c'est la maîtrise progressive de son questionnement. Alors voilà, dans 300, dans 200, 300, 400 ans, on aura compris, je pense, ce que c'est que la réalité, qu'est-ce que c'est que la matière, d'où elle vient, pourquoi le monde a été créé, est-ce qu'il y a plusieurs mondes, qu'est-ce qui se passe après la mort. Voilà, on aura compris peut-être que on aura détecter ce qui se passe réellement. Peut-être rien, peut-être qu'on passe dans une autre dimension, peut-être que le monde va... peut-être qu'il y a différentes vibrations qui donnent différents mondes, etc. Je ne sais pas, enfin, on ne peut pas supposer, on ne peut pas encore imaginer ce qu'aura imaginé l'humanité, ce qu'aura compris l'humanité dans 300 ans. Pas plus qu'il y a 300 ans, on pouvait imaginer ce que la physique est en train de comprendre. C'était impossible, même il y a 100 ans, simplement en arrière. On ne pouvait pas
se poser, comprendre certains mystères que les physiciens sont en train de découvrir. Voilà. Donc, bon, je reprends ma lecture et voilà. C'est la troisième partie de l'avant-propos. Alors, nous dirons donc, pour ramener les choses à leur juste proportion, qu'il semble bien que nous approchions réellement de la fin d'un monde. C'était un petit peu la question que se posait René Guénon. Il écrit cet ouvrage en 1946, donc il a traversé la guerre. Il avait déjà écrit dans les années 20 un livre relatif à la crise du monde moderne, mais entre l'Orient et l'Occident. Et je pense que c'était un livre un peu critique sur l'Occident, sur le fait que l'Occident se détache de ses valeurs fondamentales, etc. Bon, bref. Et donc là, il faut resituer cet ouvrage en 1946 à la fin de quelque chose qui était une catastrophe. Il a traversé la guerre comme tout le monde à cette époque-là, et ça devait être quelque chose d'inouï de traverser une période comme celle-ci en se disant mais on n'en sortira jamais. C'est pas possible. Ça va crescendo. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Et en fait, l'humanité en est sortie. Ça a été rapide que la paix a été, la victoire a été gagnée par le monde libre. Et d'un seul coup, il a fallu donc commencer à reconstruire. Mais voilà. Donc pour lui, qu'il semble bien que nous approchions réellement de la fin d'un monde, c'est-à-dire de la fin d'une époque ou d'un cycle historique, qui peut d'ailleurs être en correspondance avec un cycle cosmique, suivant ce qu'enseignent à cet égard toutes les doctrines traditionnelles. Voilà, donc il était féru de René Guénon de spiritualité. Donc il s'est intéressé au soufisme, mais pas que ça, aux religions asiatiques, etc. Donc aux religions cycliques comme aux religions linéaires. Donc toutes les doctrines traditionnelles parlent d'un cycle avec une fin, avec la fin d'un monde, etc. La corruption, et puis ça repart vers la perfection, etc. Il y a un système cyclique comme ça. Et donc, pour lui, on est dans un monde comme ça, on est dans une fin de monde. Alors, c'était en 1946, ça fait ça fait 80 ans, un peu moins de 80 ans. Le temps, les cycles du monde, ou même le parcours linéaire de l'humanité, ça n'a rien à voir avec le cycle d'un être humain. 80 ans, c'est à peu près la vie d'un être humain. Mais 80 ans dans l'évolution de l'humanité, c'est pas grand-chose. C'est pas... Voilà, on peut voir par exemple la Renaissance, le passage de la Renaissance, du Moyen-Âge à la Renaissance, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Le passage entre le monde romain et le monde chrétien, la décadence romaine, elle a pris quelques siècles quand même. Voilà. Et puis, c'est pas des choses brutales. Parfois, peut-être, il y a des civilisations qui sont renversées rapidement ou qui s'anéantissent ou qui, voilà, de façon brutale, c'est possible. Mais globalement, les grands cycles de l'humanité prennent un certain temps. Donc je continue ma lecture. Il y a déjà eu dans le passé bien des événements de ce genre, et sans doute y en aura-t-il encore d'autres dans l'avenir. Événements d'importance inégale, du reste selon qu'ils terminent des périodes plus ou moins étendues et qu'ils concernent
soit tout l'ensemble de l'humanité terrestre, soit seulement l'une ou l'autre de ses portions, une race ou un peuple déterminé. À l'époque, on parlait encore de race. Il est à supposer, dans l'état présent du monde, que le changement qui interviendra aura une portée très générale et que, quelle que soit la forme qu'il revêtira et que nous n'entendrons point chercher à définir, il affectera plus ou moins la Terre tout entière. Alors, c'est pas innocent ce qu'il dit là, parce que son intuition est quand même intéressante, parce que c'est ce qui s'est passé. On est arrivé à pondre à la sortie en 1946, à partir de cette époque-là, à la sortie de la guerre, l'idée d'un fonctionnement universel, mais de façon vraiment déterminée là. On a créé l'ONU, je ne sais pas quand est-ce que ça a été créé, l'ONU, je vais vous le dire, ONU. Quand est-ce qu'il a été créé l'ONU? Le 24, elle a été instituée le 24 octobre 1945. Donc, vraiment à la sortie de cette guerre. Et donc, là, il a compris qu'il allait se passer quelque chose, qu'on rentrait dans l'universel, à ce moment-là. Alors, évidemment, un monde qui serait rapide, conscient et qui pourrait changer brutalement dans son évolution, serait passé. En 1945, on crée la Charte des Nations Unies, et en 1946, l'ONU gère complètement les armées du monde. Et donc, ça devient le chef, le boss sur la planète, et à ce moment-là, tous les pays sont obligés d'obéir à cette ONU, à un ONU parfaitement juste, euh, voilà, un vrai père des nations eh ben, si on avait vécu quelque chose comme ça, un épisode comme ça, si ça avait été possible, évidemment qu'il n'y aurait plus de guerre. On n'aurait pas connu toute l'escalade des guerres qu'on connaît depuis 1946. Si c'était l'ONU qui avait géré le problème de la guerre d'Algérie, il n'y aurait pas eu de guerre d'Algérie. Il aurait dit, ben voilà, vous transférez le pouvoir au peuple algérien, puisque c'est son pays, etc. Et puis, vous pouvez vivre dans ce pays, et, voilà, mais par contre, voilà, en tant que citoyen ordinaire, il n'y a plus de domination occidentale sur ce pays-là. Voilà, par exemple. Ça aurait été comme ça, évidemment. Mais ça, c'est le meilleur des mondes. On n'en est pas, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, ça prend du temps. Et c'est pas parfait. Voilà, l'ONU, c'est pas parfait. On n'a pas encore, il faudra peut-être encore 50 ans, 100 ans pour atteindre un ONU parfait qui devienne vraiment le père des nations, etc., etc. Mais là, il a compris qu'il allait se passer quelque chose de universel, qu'on rentrait dans l'universel. Et on y est dans l'universel. On ne s'en rend pas compte, parce que le nationalisme est de retour, les peurs font... Voilà, il y a beaucoup de haine, et puis c'est malheureusement le système du marché qui a pris la gouvernance mondiale, et donc c'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'établir le commerce, d'organiser le commerce, la diffusion des objets, des denrées, des choses, etc. Mais il n'a pas à tracer la route, à être le chargé des valeurs de l'humanité. Et le fait que ça soit le marché qui donne les valeurs de l'humanité a entraîné le chaos dans lequel nous sommes. Ça, c'est... Voilà. Mais voilà, le marché sera, à un certain moment, il va être éjecté du système des valeurs pour retrouver son
son rôle essentiel, comme le religieux a été éjecté du système des valeurs pour laisser la place au politique, il a été éjecté de la politique pour, voilà, pour que la laïcité puisse passer correctement. Voilà. C'est la même chose, ça sera la même chose avec le marché. Qu'il revêtira et que nous n'entendons point chercher à définir. Il affectera plus ou moins la terre tout entière. En tout cas, les lois qui régissent de tels événements sont applicables analogiquement à tous les degrés. Aussi, ce qui est dit de la fin du monde, en un sens aussi complet qu'il est possible de la concevoir, et qui d'ailleurs ne se rapporte d'ordinaire qu'au monde terrestre, est-il encore vrai, toute proportion gardée, lorsqu'il s'agit simplement de la fin d'un monde quelconque, entendu en un sens beaucoup plus restreint. Voilà, c'est ça, c'est la fin. C'est pas la fin du monde, c'est la fin c'est comme par exemple, c'est pas la fin des temps que marque l'Apocalypse, c'est la fin d'un temps où on s'intéresse au temps. Si derrière l'Apocalypse on rentre en état, l'humanité atteint le niveau de l'extase, de l'éveil, de la béatitude, du nirvana, eh ben le temps n'a plus d'impact sur l'individu. Donc on n'a plus besoin du temps. C'est la fin du temps, de la notion de temps. Ça ne veut pas dire la fin des temps, un monde qui s'achèverait. Et là, c'est la même chose. La fin du monde, c'est la fin d'un système pour passer à un autre système. Ces observations préliminaires aideront grandement à comprendre les considérations qui vont suivre. Nous avons déjà eu l'occasion, dans d'autres ouvrages, de faire assez souvent allusion aux lois cycliques. Bon, j'ai tendance à vouloir faire des liaisons mal à propos. Il serait d'ailleurs peut-être difficile de faire de ces lois un exposé complet, sous une forme aisément accessible aux esprits occidentaux, mais du moins est-il nécessaire d'avoir quelques données sur ce sujet si l'on veut se faire une idée vraie de ce qu'est l'époque actuelle et de ce qu'elle représente exactement dans l'ensemble de l'histoire du monde. C'est pourquoi nous commencerons par montrer que les caractères de cette époque sont bien réellement ce que les doctrines traditionnelles ont indiqué de tout temps pour la période cyclique à laquelle elle correspond. Alors la période cyclique, il y a la période de fer, de feu, d'or, etc. Dans certaines civilisations, ça peut être la période dégradée. Et je pense qu'ils pensent à une période dégradée, une période, la période la pire du cycle. Voilà. Et ce sera aussi montrer que ce qui est anormalie et désordre à un certain point de vue est pourtant un élément nécessaire d'un ordre plus vaste, une conséquence inévitable des lois qui régissent le développement de toute manifestation. Donc il croit vraiment au système cyclique, au système, à ce cycle qui va de la corruption à la perfection et de la perfection à la corruption. Du reste, disons-le tout de suite, ce n'est pas là une raison pour se contenter de subir passivement le trouble et l'obscurité qui semblent momentanément triompher. Car s'il en était ainsi, nous n'aurions qu'à garder le silence. Voilà, c'est pas parce que ce système cyclique est une sorte de fatalité qu'il faut être fataliste, qu'il faut être... Bonjour Monsieur Tonizo, ça va? Bonjour, ça va? Allez, voilà. Hop. Les trois repas. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. merci, Au revoir, au revoir. merci. Nous n'aurions qu'à garder le silence, le trouble et l'obscurité qui semblent momentanément triompher, car s'il en était ainsi, nous n'aurions qu'à garder le silence. Donc voilà,
C'est pas parce que c'est une sorte de fatalité, une sorte, voilà, c'est comme ça. Et c'est marrant parce que je retrouve dans cette pensée les mêmes logiques de pensée quand on a attrapé un fil, le fil de ce principe de l'évolution vers la perfection, on, est, on doit s'interroger en déroulant ce fil à plein de trucs. Donc, celui-ci, par exemple, le fait de penser que tout est déterminé, mais qu'en même temps, il faudrait qu'il y ait le libre arbitre. Comment régler ce problème-là? Ben moi, j'ai été confronté aussi à ce questionnement. Et donc, j'ai dit, tout est déterminé, mais on doit croire qu'on a le choix, qu'on doit croire au libre arbitre. On doit croire à l'illusion du libre arbitre. C'est une nécessité. Mais c'est juste pour un confort d'évolution, parce qu'il le faut. Mais en réalité, tout est déterminé. J'essaie de démontrer pourquoi tout est déterminé. Pourquoi tout ce qui se fait, tout ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver, ne pouvait pas ne pas arriver. Ce qui arrive là ne pouvait pas ne pas arriver. Voilà, le pire comme le meilleur. Cette guerre-là actuelle, elle ne pouvait pas ne pas arriver. Voilà, l'humanité devait passer par cette guerre-là. Elle doit passer par cette guerre-là. Et comment se résoudra cette guerre, c'est déjà déterminé d'une certaine façon. Mais on doit croire que ce n'est pas déterminé parce qu'on n'en maîtrise pas la finalité ni les rouages. Donc, s'il en est ainsi, nous n'aurions qu'à garder le silence. Donc, à rester dans la fatalité, ben, le monde est comme ça, voilà, on n'a pas besoin d'agir, il se déroule tout seul. C'en est une, au contraire, pour travailler autant qu'on le peut à préparer la sortie de cet âge sombre, dont bien des indices permettent déjà d'entrevoir la fin plus ou moins prochaine, sinon tout à fait imminente. Bon, il a peut-être écrit ça dans les années 44, 40, voilà, un petit peu avant qu'on soit sûr que voilà, on allait sortir de cette horreur que les nazis ont fait vivre à l'humanité. Cela aussi est dans l'ordre, car l'équilibre est le résultat de l'action simultanée de deux tendances opposées. Si l'une ou l'autre pouvait entièrement cesser d'agir, l'équilibre ne se retrouverait plus jamais, et le monde même s'évanouirait. Mais cette supposition est irréalisable, car les deux termes d'une opposition n'ont de sens que l'un par l'autre. Mais bien sûr, évidemment, comme si on enlève le plus au moins dans cette humanité, l'univers s'écroule. Parce que l'univers est basé sur cette énergie qui fait plus, moins. Voilà. Si on enlève le plus ou le moins du plus, c'est fini. Donc, c'est une nécessité. Et les choses comme leur contraire, leur opposé, sont aussi importantes. C'est pourquoi je dis que le mal est un des moteurs du bien. Sans le mal, l'humanité ne peut pas exister. Il fallait qu'il pose l'idée du mal, le concept du mal, qu'il le pose dans cette humanité pour que l'humanité puisse se développer. D'une opposition n'ont de sens que l'un par l'autre. Et quelles que soient les apparences, on peut être sûr que tous les déséquilibres partiels et transitoires concourent finalement à la réalisation de l'équilibre total. Eh bien, mon cher René Guénon, je suis entièrement d'accord avec votre pensée. Voilà. Et je pense que tout ce qui sombre dans le spirituel, hein, et voilà, sombrer ou sombrero ou autre chose, et bien que tout ce qui tombe dans le spirituel et qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité
passe par ces mêmes réflexions. Donc, ça a été pensé par Moïse, par Pythagore, par etc., etc. Et ça continuera bien après le passage par l'athéisme et le nihilisme actuel. Voilà, on reviendra à comprendre l'importance de la spiritualité. Ça ne veut pas dire que au final on dira il y a Dieu ou il y a quoi que ce soit. Peut-être que ça sera X qui prendra le relais. Peut-être que le principe créateur de cet univers sera, on aura détecté que c'est autre chose que ce qu'on appelle un Dieu, par exemple. C'est possible. Moi, je pense que c'est du divin, de l'ordre du divin, mais pourquoi voilà, je n'en sais rien, simplement parce que il y a l'amour sur cette planète, dans l'univers. Pourquoi l'amour serait apparu dans cet univers? Il ne peut pas apparaître de rien, c'est que déjà à l'origine de l'univers, ce qui a projeté cet univers l'a projeté avec la dimension de l'amour possible. Et donc rien que si le fait qu'il y ait de l'amour sur cette planète matérielle, sur une, dans un univers composé d'éléments dans 99% qui sont de la pierre, de la terre, du feu, de l'eau, des éléments comme ça, et qu'il y ait la dimension possible de l'amour, de la vie déjà, de l'amour, eh ben, pour moi, ça démontre qu'il y a du divin. Mais bon, voilà, là, c'est juste des croyances. Hein. Voilà. Chacun doit avoir le droit de faire ses propres croyances. C'est ça qui est important dans l'humanité. Voilà, merci pour votre écoute, à très bientôt.